Bienvenue sur le podcast Objectif Reconversion, produit par le Studio 29. Ici, on parle de reconversion professionnelle, d'évolution de carrière dans un même secteur d'activité, mais aussi de différentes thématiques sur le développement personnel et la santé mentale. J'espère vraiment que le parcours de mes invités vous touchera et vous donnera envie de passer à l'action. Bon épisode et bonne écoute. Salut Jade, merci d'être venue pour ce podcast Objectif Reconversion. Avec plaisir, merci de me recevoir. Avec grand plaisir également. Avant de démarrer un petit peu le sujet de ce podcast, j'aimerais te poser une question. Comment tu définirais ton parcours en un mot ? Réalignement. Je pense que je dirais ça pour définir mon parcours. Et initialement, la vraie formule que j'avais envie d'utiliser, glisse-le. c'est retour à soi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de... Il y a un détour à un moment donné qui est effectué, et puis en fait, on revient à quelque chose qui est très profond, qui est tout au fond niché, tu vois, dans son intériorité. Donc, je pense que je dirais ça. Ok. Alors justement, après, je rebondirai du coup sur ce mot-là. Comment tu étais, toi ? T'étais quel genre de petite fille avant, du coup ? Parce que bon, t'es plus une petite fille, mais... Ouais. Alors moi, j'étais vraiment une petite fille très active, très créative, très bonne élève aussi. Très tôt, j'avais intériorisé, tu vois, ce truc de ne pas créer d'ennui, être la bonne élève, faire plaisir aux autres, ramener, tu vois, les bonnes notes, mais aussi les bons commentaires à son sujet. Donc ça, c'était très, très intériorisé chez moi et je pense que c'était assez caractéristique de la petite fille que j'étais. Mais il y avait aussi quelque chose de très spontané, de très, tu vois, playful, joyful, etc., qui me caractérisait pas mal. Moi, j'ai grandi sur une île, tu vois, j'ai grandi en Martinique. Ah ouais. Et donc, il y a toute cette insularité aussi qui se retrouvait et qui se retrouve dans mon caractère, dans mon identité. Donc, tu vois, avec un côté très, très chaleureux. Ouais, solaire. Ouais, tu vois, donc je pense que oui, j'étais ce genre de petite fille vraiment petite, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Et alors du coup, à l'école, tu disais que tu avais des bonnes notes, etc. Tu as fait toute ta scolarité en Martinique ? Pas du tout. Moi, j'ai un parcours extrêmement, allez, pluriel pour ne pas dire chaotique, tu vois. C'est-à-dire que donc j'ai déménagé une toute première fois à l'école primaire. J'ai vécu 3 mois en région parisienne et après 3 mois à Cambridge parce que ma mère donc était prof de littérature et donc elle avait des échanges, etc. Et comme moi, je suis la dernière d'une fratrie de 5, c'est moi qui étais vraiment ballottée, tu vois, dans plein de déménagements. J'ai suivi ma mère notamment dans un peu ses virages et ses histoires de vie. Puisque mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans, donc après il y a eu plein d'histoires de vie, et puis des histoires d'amour aussi liées à ma mère. Et puis moi, comme voilà, je suis la toute petite dernière avec mes frères et sœurs, on a beaucoup d'écart. En fait, moi j'ai vraiment suivi, donc j'ai habité 3 mois en région parisienne, 3 mois à Cambridge pendant mon primaire. Après, on est revenu en Martinique. Ensuite, j'ai déménagé une première fois vraiment dans le sud de la France, je suis restée 2 ans. Donc, tu vois, j'avais déjà fait au moins 4 collèges. Ensuite, j'ai fait 3 années de lycée dans 3 lycées différents, dans 3 villes différentes. Ah ouais, donc, j'ai fait ma seconde en Martinique, ma première dans le sud de la France et ma terminale à Paris. Donc, non, j'ai vraiment fait ma scolarité dans plein d'établissements différents. Et justement, parce que c'est peut-être un chamboulement aussi pour un enfant, j'ai envie de dire, ça t'a toujours réussi, t'as toujours réussi à justement déménager d'école en école, de ville en ville. Enfin, t'as jamais eu de problème à t'adapter ? Alors voilà, qu'est-ce qu'on appelle réussir ? Si réussir, c'est être résilient et être toujours en vie, être avec toi aujourd'hui, alors oui, j'ai réussi. Est-ce que ça a été facile ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a eu des difficultés d'adaptation ? Bien sûr. Est-ce que ça te construit aussi en tant que jeune femme ? Évidemment. Donc je pense que ça a été aussi extrêmement, tu vois, caractéristique de mon histoire, tous ces mouvements, et que ça m'a très très vite plongée, mis face à des épreuves, à des défis que tu n'as pas forcément quand tu es protégée, quand tu grandis dans une bulle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit liée à un environnement qui ne bouge pas, liée à un foyer. Tu vois, moi, il y a eu déjà plein de petites cassures. Divorce, déracinement, déménagement à répétition, etc., qui, bien sûr, vont avoir un rôle, je crois, assez déterminant sur même ensuite, tu vois, la suite de mes choix, la suite de mon parcours. Et justement, comme tu dis, parce que on a un enfant, on se fait des amis, etc. Ça devait être compliqué quand même de les quitter. Parce qu'après, tu repars à zéro. En fait, tu connais personne, donc tu dois te refaire des amis, un entourage entre guillemets, de confiance avec qui tu peux aborder différents sujets, être épanoui. Ouais. Ça devait être pas non plus facile, du coup, je pense.
Ça, c'est sûr, c'est vraiment, tu quittes tes amis qui, ne l'oublions pas, à cet âge-là, c'est un petit peu ta deuxième famille, tu vois? Mm. C'est l'espace de l'école, c'est un espace de sociabilisation, un espace, de création de liens, un espace aussi, où d'un point de vue identitaire, tu te construis, tu te découvres, tu explores, tu crées des premiers liens de confiance, et cetera. Donc, de couper ça à répétition, c'est très déstabilisant et ça exige de toi en tant qu'enfant plusieurs choses. Un, de développer une suradaptabilité qui peut avoir certaines dérives parce que justement, à force d'être conditionné à devoir t'adapter, t'adapter, t'adapter sans arrêt à toutes sortes d'environnements et à toutes sortes de surprises qui pourraient arriver, par définition, tu te perds un petit peu dans tout Ouais, ça. bah, c'est Parce clair. que tu épouses ces trucs un peu caméléons où c'est presque, tu sais, un sixième sens, un super pouvoir Mm. que tu développes, mais qui peut vraiment se retourner contre toi parce que finalement, bah, qui es-tu au fond si tu passes ton temps à t'adapter aux autres et à ton environnement. Ouais. Donc tu commences à comprendre pourquoi retour à soi, réalignement, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça, effectivement, pas facile par rapport aux amitiés. Moi aussi, j'avais un... Enfin, moi, mon premier amour, mon premier espace d'expression, c'est la danse, que j'ai commencé très jeune en Martinique et j'avais une troupe de danse, etc. Et vraiment, à un moment donné, je me suis posé la question de est-ce que je voulais en faire mon métier et vraiment, je voulais continuer à explorer cet univers de la danse. Donc, pareil, ce déracinement par rapport à ma troupe de danse avec laquelle Ouais. j'étais en compétition, etc., c'était une grosse rupture, tu vois, Ouais. un truc difficile à quitter. Donc bien sûr, il y a plein de défis, c'est pas facile. Ça demande aussi, bah, forcément, moi j'étais loin de ma famille, parce que donc mon père et Ah tous oui, mes frères et ils sœurs, sont tous restés là-bas. Toi, voilà, t'étais habitaient venue avec tous ta en maman, en Martinique. fait. Donc moi j'étais avec ma mère et elle-même elle faisait des allers-retours, donc en fait la moitié du temps j'étais, même la majorité du temps j'étais seule ici. Ouais. Donc voilà, tu commences à toucher du doigt qu'effectivement, c'est pas tout à fait Ah ouais. Et justement, classique. toi qui es passionnée de danse, du coup, tu faisais quoi comme danse? Alors, j'ai fait plein de danses différentes. Ah. J'ai commencé par toute petite, vraiment du hip-hop, enfin du street jazz, etc. Ensuite, j'ai fait aussi du classique en parallèle. Ensuite, j'ai lâché le classique parce que ben, j'aimais moins. J'ai fait du modern jazz, du contemporain. Et après, adulte, j'ai fait beaucoup de salsa. Ah ouais, Donc, j'ai pas mal exploré aussi trop à ce bien. niveau-là, ouais. J'ai fait plein de danses différentes. Et du coup, ça, tu l'as continué sur Paris? Parce J'ai que... continué un petit peu à Paris, mais après, donc je suis arrivée vraiment, j'ai commencé à vivre à Paris vers 16 ans, 15 Ouais. ans et demi, 16 ans. Je suis arrivée en terminale. Donc j'ai fait ma terminale à Paris, puis après toutes mes études, et je suis restée ensuite. Et bah, c'est une période où bah, j'avais quand même pas mal de boulot, les études, première histoire d'amour, etc. Donc c'est une passion que j'avais un petit peu mise de côté aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal, justement, on parlait de repères et de se réadapter, à retrouver, tu vois, un écosystème lié à la danse où je m'épanouis vraiment, parce que tu parlais d'adaptation. Autant à l'école, euh, tu vois, t'es bonne élève, machin, j'allais à l'école, je l'ai fait 44 fois de me réinsérer, tu vois. Donc il y a un truc très seconde nature chez moi. Pour la danse, c'était un espace beaucoup plus intime pour moi. Donc ça a été beaucoup plus difficile de retrouver un nouvel espace où vraiment je me sentais like home, tu vois. Je me sentais Hmm. vraiment à l'aise, je me sentais avec les filles, comme mes sœurs, etc. Ce que j'avais à l'époque. Donc ça a été très Ouais. difficile, ça, pour moi, de le dupliquer, pour le coup, et de recréer ça une fois à Paris. Donc c'est quelque chose que j'ai plutôt mis de côté. Et puis ensuite, c'est bien plus tard, donc j'ai arrêté pendant peut-être 6 ans. Et c'est plus tard que j'ai repris via la salsa, où vraiment c'est des codes très différents. C'est danse de couple, c'est danse latino. Donc... Et puis c'est que des adultes, donc c'est Hmm. encore un petit peu différent, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même génération, etc. Ouais, l'évolution, etc. Exactement. Et donc, très bien. Donc, du coup, tu fais ton lycée, enfin, ta terminale, du coup, à Paris. Ensuite, après la terminale, qu'est-ce que tu décides de faire, du coup? Ouais. Alors moi, là-bas, j'étais partie, tu vois, sur une espèce d'autoroute choisie, allez, incitée par beaucoup ma mère et mon beau-père à l'époque, de faire prépa HEC et puis ensuite école de commerce. Tu devais être très bonne à l'école, du coup. Bah, j'étais bonne à Ouais, l'école. ouais. C'était un peu, tu sais, une sorte de label, une sorte d'étiquette un peu évidente. Voilà, t'es bonne à l'école, mais en même temps, j'étais pas du tout une matheuse. Je me souviens, j'avais des crises d'angoisse, enfin boule au ventre avant d'aller en cours de maths, tu Ah vois. ouais. Donc Je d'ailleurs comprends, je très, compatis. ouais, très particulier quand avec le recul bien sûr. Ouais. Voilà, c'est tellement plus facile de lire une trajectoire, mais euh, avec le recul, je me dis mais quelle idée d'avoir voulu faire une prépa commerce. Il y a que des maths, enfin tu vois, Mm.
c'est beaucoup de calculs, beaucoup de tableaux, beaucoup d'Excel, beaucoup de tout ça. Enfin, l'inverse de ce que je suis finalement et de ce que j'aime. Et donc oui, donc à l'époque, voilà, je passe un bac ES et tout ça. Donc c'est parti pour la prépa. Et en fait, 3 semaines avant la rentrée, donc je crois toute fin du mois d'août à l'époque, je dis à mes parents, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Enfin, rien que de penser à l'idée d'aller en prépa, d'avoir des cours d'éco, de maths, etc. Enfin, tout ce que je déteste, quoi. Et, et en fait, il y avait quelque chose un peu dans leur réflexion, je pense. Alors, mes 2 parents sont profs de littérature, donc professeurs d'université en Ok. lettres classiques pour mon père, lettres modernes pour ma mère, avec chacun des spécialités. Et donc, c'est des purs littéraires, Mm. intellectuels, etc. Et je pense qu'ils voyaient que leur interprétation de mon caractère, c'était ouais, mais toi, t'es tellement concrète, tu t'exprimes facilement, t'es dans le business, dans les trucs, il y a un truc. Voilà, ils l'ont vraiment associé à ok, c'est tellement ça colle tellement à ton caractère, à ta personnalité que je pense qu'ils ont pas forcément voulu consciemment, tu vois, m'enfermer dans cette case-là, mais il y avait un truc un peu de voilà, on n'était pas aussi bien informés aussi à Mm. l'époque, on connaissait pas tous les métiers possibles, etc. Et donc, il y avait un truc un peu évident, tu vois, dans ma génération. Moi, je suis de 93, j'ai 31 ans. Voilà, quand t'es bon élève, tu fais prépa, école de commerce, voilà. Ou alors prépa, ingé, tu vois. Ça, Mm. c'est mon frère, par exemple. Bon. Et, et donc, je leur dis 2 semaines avant la rentrée, bon, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ils me disent, ok, mais tu veux faire quoi? Et là, j'ai une espèce de réflexion euh, très basique. Je me dis, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de parler, de prendre la parole, de créer des messages, de créer des concepts, etc. Donc, j'aime communiquer, mais au sens premier du terme. Donc, je vais faire une école de publicité et de communication. Aussi simple que ça, le truc. Et donc là, avec toujours un peu mon schéma, mon réflexe, je me dis, ok, je vais aller sur Internet et je vais chercher meilleure école de communication, etc. Enfin, tu vois, j'essaie toujours de me dire, ok, comment je peux euh, aller à chaque fois dans le meilleur des univers par rapport à ce que je veux faire. Et donc, je m'inscris à l'ESP Paris. Donc, il y avait une dernière session de concours, une semaine après le moment où en fait, je contacte l'école, etc. Je passe la session de concours, je suis admise, et là, je rentre dans l'école et je fais donc mes 5 ans, donc le bachelor et le master, spécialisé ensuite en e-réputation et stratégie de marque à l'ESP. Et donc, je fais mes 5 ans d'études comme ça, dans cet univers à Paris. Et c'était en alternance ou pas du tout? Je sais plus. C'était quoi la fin En fait, c'est un d'alternance? rythme alterné. Alors, c'est pas un contrat d'alternance, mais c'est un D'accord. rythme alterné, effectivement. Donc, j'avais cours tous les matins et j'étais en entreprise tous les après-midi, toute l'année. Donc, en fait, tu Pendant 5 vois, ans. pendant 5 ans. Ah ouais. Donc, moi, j'ai fini mes études avec quasiment 5 ans d'expérience en entreprise. Ah ouais, c'est Ouais. ouf. Et c'était dans la même boîte à chaque fois? Non, j'ai fait plein de boîtes différents. J'ai bossé au Bristol, au Palace, j'ai bossé à la Française des Jeux, j'ai bossé dans une grosse agence de communication qui s'appelle Zmirov, j'ai bossé... non, Zmirov, pardon, c'est une agence de presse. J'ai bossé aussi pour un groupe de publicité qui s'appelait Reflex Group. J'ai bossé pour une marque de cosmétiques capillaires qui s'appelle Activilon, des laboratoires français. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait C'est mal déjà de pas choses, mal, ouais. hein? Ouais, ouais, j'ai bossé Ah dans ouais. plein de boîtes différentes. Ah ouais, c'est trop trop bien. Ouais, Et du coup, donc après, tu termines, donc tu as ton diplôme, ouais. donc c'est un master que tu as. Ensuite, tu décides de faire quoi du coup? Alors, quand j'ai mon master, à ce moment-là, je crois que la dernière année, en 5e année, en parallèle, j'avais ouvert un blog dans lequel bah, j'écrivais des articles, des réflexions un petit peu sur la société, le monde, mais aussi sur le mode de vie parisien quand tu viens, tu vois, d'une petite Une île, petite île, ouais. etc. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le lifestyle, mais avec cette approche aussi, ce regard Mm. un petit peu caractéristique bah, de qui je suis. Et je me souviens, quand je termine mes études, euh, je, je sens que j'ai envie de, euh, euh, de monter ma boîte et de suivre un petit peu cette voie liée Ah au ouais? blog, liée à l'écriture et tout ça. Mais je m'y autorise pas totalement et je me souviens d'une petite anecdote, d'un moment où je suis en Corse, donc l'été à la fin de mes études et avant qu'on rentre en septembre, je suis au mois d'août sur une plage en Corse avec ma belle-mère, donc la mère de mon conjoint à l'époque, et qui me dit alors Jade,
tu vas faire quoi à la rentrée? Enfin, tu vas bosser où? Parce que bon, enfin, tu vas pas faire que le blog, donc du coup, tu vas faire quoi? Et à ce moment-là, je sens que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me laisser quelques mois pour développer le blog, développer ma présence en ligne, explorer cette option, etc. Et je m'entends dire, non mais bien sûr, dès qu'on rentre, de toute façon, je cherche un CDI. Et, et en fait, il y a vraiment cette espèce de dichotomie entre mon ressenti intérieur et ce que je m'entends dire avec ma bouche par des mots, tu vois. Ouais. Et c'est avec le recul aussi que je suis en capacité, tu vois, à ce point analyser et décortiquer ce qui s'est joué pour moi à ce moment-là. Mais ça, c'est typique, tu vois. Ça illustre parfaitement comment j'ai fonctionné en fait pendant des années, qui est, il y a un truc qui brûle, il y a un élan niché à l'intérieur de moi, et pourtant, publiquement et manifestement, j'exprime autre chose. Et ça, c'est... Ouais. Et tu sais d'où ça vient? Bah, ça vient du fait que j'ai tellement été gratifiée par rapport au fait d'être toujours la parfaite petite élève, celle qui contente tout le monde. Toute ma vie, j'ai entendu « Oh là là, vous devez être tellement fière d'elle, elle est sage, on l'entend pas, toujours positive, elle fait toujours comme il faut, etc. » Donc, ne pas faire ce qu'on attend de soi, ne plus faire ce qu'il faut, quand toute ta vie, tu t'es construite avec ça, c'est extrêmement difficile, mais surtout, c'est très ambitieux, parce qu'en fait, avant même de le déconstruire, il faut en avoir conscience. Donc il y a plein d'étapes. Prendre conscience qu'en fait, t'es dans une espèce de prison un peu mentale, que tu n'utilises pas complètement ton libre arbitre. En même temps, le déconstruire. En même temps, ok, pourquoi du coup par quoi on remplace? Donc il y a plein d'étapes finalement, et donc c'est pas si simple, tu vois. Ouais, j'imagine, ouais. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu sors d'école, faire de l'entrepreneuriat, c'est pas encore super bien vu. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez construit, que c'est un défi. Enfin, l'entrepreneuriat, ça fait peur à beaucoup de monde aujourd'hui. Et donc, du coup, toi, tu décides quoi? Parce qu'à la place, tu dis, bah, du coup, moi, je vais me lancer dans un CDI. Du coup, qu'est-ce que tu fais, du coup? Donc, on rentre à Paris. Je postule et je trouve un CDI très bien payé en 2 semaines. En communication? Ouais, donc, j'étais responsable social media dans une start-up. D'accord. Ça consiste à quoi, ce métier? En gros, c'était moi qui étais vraiment chargée de la création de contenu, de toute la partie stratégique, en fait, du contenu sur les réseaux B2B et grand public. Donc là, comme c'était une start-up dans la fintech, donc il y avait toute la partie, tu vois, création de contenu, on va dire, spécialisée, donc du LinkedIn, des newsletters spécialisés, etc. Et toute la partie classique, tu vois, sur Instagram, la présence sur Facebook à l'époque, etc. Et donc moi, je bossais avec une binôme qui était directrice artistique et qui avait pour mission, en fait, de traduire aussi en images, à travers des concepts visuels, toute la stratégie que moi, je construisais avec ma binôme. Donc, c'était comme, ça fait de belles missions, quand même. Ouais, c'était une super belle mission. C'est une très, très jolie mission. J'ai fait ma période d'essai de 4 mois. À la fin des 4 mois, ils me disent on te signe, franchement, ça se passe super bien et tout. Moi, je dis non. J'aimerais bien renouveler ma période d'essai. Donc là, j'ai un meeting avec le PDG fondateur à l'époque, etc. Ils essaient de comprendre et je leur dis non, juste. J'ai envie de voir si vraiment je me sens bien dans cette manière de travailler, si ça me correspond, etc. Et donc on renouvelle, je fais 8 mois, et en fait au bout du mois je démissionne. Ah ouais, ils le prennent comment? Ils doivent être deg? En fait, vraiment au début ils font tout pour me faire rester, donc ils me proposent un 4/5e, ils me disent mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux... c'est quoi? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est la manière de bosser? À l'époque, on dirait que j'ai 45 ans quand je parle, mais le truc, tu vois, il n'y a pas encore le télétravail, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, mais il me propose, est-ce que tu veux faire une journée par semaine à distance? Enfin, qu'est-ce qu'on peut créer en fait comme écosystème pour que tu restes, parce que ça se passe bien, on est super content et tout. Et je dis non, mais en fait, c'est pas moi, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas ma place, elle est pas là. Je sais pas où elle est, mais en tout cas ma place, elle est pas là. Et donc je pars. Et à ce moment-là, pour te donner une idée, donc moi j'ai mon bac à 17 ans, j'ai fait mes 5 ans d'études, j'ai 22, j'ai fait 8 mois de CDI, donc j'ai un peu moins de 23 ans, tu vois, à ce moment-là, quand je démissionne. Et donc je sais pas du tout pourquoi et ce qui va se passer après, mais en tout cas, on en est là à ce moment-là.
D'accord, ok. Et donc, du coup, tu démissionnes. Déjà, tu as du culot quand même, à 23 ans, de faire ça. Tu as été courageuse. Et du coup, qu'est-ce que tu décides de faire? En fait, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même boulot, mais à mon compte. Donc, je vais faire du social media management à mon compte, en freelance. Donc, je crée mon auto-entreprise. On est en France, c'est hyper facile. Tu vois, en une après-midi, tu peux créer ton C'est vrai que entreprise. c'est rapide. Donc, je fais ça en parallèle. Pendant tout ce temps-là, j'en ai pas parlé, mais du coup, je continue à écrire des articles, je continue à explorer un petit peu cette voie de la prise de parole, de la création de contenu, etc. Mais tu parles de toi dans ce blog-là ou tu parles en général de ce qui peut Non, arriver? c'est vraiment un blog, c'est pas un média, D'accord. c'est pas un site internet d'actu, par exemple. Donc, tu vois, à l'époque, ça s'appelle Jade's Paper, comme le journal de Jade. Et donc, voilà, j'écris vraiment, à l'époque, on appelait ça vraiment des billets d'humeur, tu vois, des trucs un petit peu comme ça. Et donc, je partage vraiment cette vie, tu vois, un peu parisienne d'adoption. Donc, au début, il y a mes études. Après, c'est cette vie un peu d'entrepreneuriat qui débute. Donc, ça se fait de manière très organique. Et puis, à ce moment-là, en fait, comme j'ai un peu tout fait vite et que j'ai aussi, entre guillemets, rempli le contrat par rapport à mes parents, ils sont en soutien si besoin, tu vois. Donc, j'ai pas du tout la pression même si à ce moment-là, je gagne ma vie et tout, mais j'ai pas du tout la pression il faut vraiment que tu sois indépendante, on t'aide plus, pas du tout, tu vois. J'avais, je sais pas, si t'as besoin qu'on te paye ton loyer, on peut te payer ton loyer. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce confort aussi à ce moment-là qui me permettait d'être audacieuse et courageuse. Tu vois, c'est toujours plus facile quand même quand on a un petit peu de soutien. On parle pas voilà, non plus d'une aisance financière outre mesure, mais tu vois, il y a un petit backup si jamais qui est là. C'est vrai que c'est important, surtout quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au début, du coup, tu as touché le chômage. Non. Quand t'es partie. Non. Alors, du coup, parce que tu gagnes pas d'argent, rien du tout. En fait, le premier mois, je commence à gagner de l'argent. Dès le premier mois? Ouais. Ah ouais. Et je me souviens, j'ai déménagé, j'ai démissionné, donc je suis rentrée en septembre. Je crois que j'ai démissionné. En mai-juin. J'ai commencé, par là, mai-juin. Et je me souviens que en mai-juin, j'ai dû laisser passer un peu l'été. En novembre, j'arrivais à avoir la même rémunération que mon CDI. Donc 3-4 mois après avoir créé mon auto-entreprise. Ouais. C'est trop ouf. Et donc, en fait, comment j'ai fait? C'est, tu vois, amis d'amis. Au début, c'est des petites missions. C'est par des réseaux. Un peu tout. Tu vois, tu parles de ce que tu fais. T'en parles un peu sur Instagram, même si, je sais pas, à ce moment j'avais peut-être 2000 abonnés. T'en parles, fais des stories, on y va, tu vois. Et petit à petit, quoi. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Et donc, du coup, t'as plusieurs clients pour qui tu bosses. Et là, tu te sens vraiment épanouie à 100% ou il te manque encore un petit truc? Comment tu te sens à ce moment-là? À ce moment-là, je sais pas si à ce moment-là, clairement, je me pose la question de l'épanouissement en tant que tel, parce que tu vois, c'est quand même une notion d'ailleurs qui arrive souvent par le corps, beaucoup plus que par l'esprit. Tu vois, on se dit pas, est-ce que je suis épanouie? Non. Mais tu ressens un petit malaise. Ah, j'ai un petit peu l'angoisse du dimanche soir. Ah, j'ai un petit peu la flemme quand je me retrouve dans telle ou telle situation, quand je vais aborder telle ou telle mission. Donc, déjà, quand je me lance, il y a tout ça qui part un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette angoisse du dimanche soir, ce truc d'aller au bureau et tout ça, ça s'en va complètement. Parce que tu l'avais avant, cette angoisse? Ouais, j'avais un peu ce truc de, tu vois, mais cette c'est bizarre, lourdeur. parce que t'aimais bien ce que tu faisais, non? J'aimais bien ce que je faisais, mais j'aimais bien ce que je faisais. Est-ce que c'est assez pour un être humain de bien aimer ce qu'on fait? Ouais, non, c'est vrai, il faut creuser un peu plus, peut-être. Tu vois? Moi, en tout cas, pour moi, c'était pas assez. Et du coup, tout part. Et tout part. Donc, j'ai plus l'angoisse. Donc, je suis sur un espèce de truc. Ça va, ça roule. Et ça roule comme ça pendant peut-être 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et au bout d'1 an et demi, je suis toujours bien, mais il me manque un truc. Il y a une espèce de... Bon, c'est sympa, mais je fais le tour, en fait. Je m'ennuie, intellectuellement, c'est pas assez challengeant. En parallèle, moi, j'écris toujours beaucoup. Donc, j'écris des poèmes, j'écris des nouvelles, j'écris des articles. Il y a ce truc qui toujours prend sur la le place. blog? Sur le blog, off-blog... partout en fait, tu vois, j'écris des notes de téléphone, j'écris sur du papier, j'écris sur un blog, partout où il faut écrire. Tiens tes parents, quoi, dans la littérature. et voilà, mais à ce moment-là, je ne valorise pas du tout, je ne regarde pas ça avec
est-ce que ça pourrait être une piste? Non. Voilà, bon, c'est ce truc que je fais, un peu instinctivement, un peu naturellement, mais voilà. Et, et donc, ouais, je me dis, il manque un truc. Et donc, je décide de... Et un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en parallèle de ça, je voyage beaucoup et je vais beaucoup aux US. J'adore, en fait, je suis tombée folle amoureuse de New York quand j'avais 17 ans. Et depuis, j'y vais chaque année. Vraiment, c'est presque, tu vois, comme un pèlerinage. C'est mon voyage annuel, j'y vais tout le temps et je suis allée plein de fois seule, etc. Et en fait, dans mes nombreux voyages à New York, j'étais tombée fan en fait d'un concept de blow dry bar, de bar à brushing, qui est un concept qui s'appelle Dry Bar, qui est une énorme success story aux US, où en fait le concept c'était un comptoir et tu te fais en fait brusher, etc. Et puis tu as des écrans qui mettent Sex and the City, musique à fond, petite coupe de champ, le concept à la base californien mais qui est dans tous les US et qui s'est exporté aussi. Et en fait, moi je suis fan absolue de ce truc. Donc dès que je vais aux US, j'y vais, c'est mon premier stop, tu vois, le lendemain de mon arrivée à chaque fois. Et en fait, ça faisait un petit moment que l'idée me trottait dans la tête de ramener ce concept en France. Et puis je me dis, bah, quelqu'un va bien un jour ramener le concept, tu vois. C'est un peu comme tous les concepts un peu sympas, pilates, cycling. Ça finit par arriver en France. Bien sûr. Et le truc n'arrive jamais. Donc je suis frustrée. Et puis un jour... il y a l'une de mes clientes avec qui je bossais sur toute sa stratégie de marque, sa stratégie de personal branding, qui avait une conférence à New York. Et je lui dis, va là-bas, tu vas adorer pour te préparer et tout. On va review le discours à distance et tout. Moi, je bossais avec elle sur ça. Et là, elle m'appelle après, elle me dit, mais Jade, génial ce concept, mais incroyable, mais je comprends pas que personne le fasse en France et tout. Et je crois que c'était le déclic de trop. Encore une personne qui me disait ça, et j'ai dit, bah tu sais quoi, je vais le faire, moi. Je vais ramener ce concept en France. Et du coup, je crée long story short, parce qu'il y a eu plein d'étapes, tu vois, mais là, je devais avoir un peu plus de 24 ans. Je décide de poser mon business plan, me renseigner, vraiment étude de cas hyper poussée de ce qui existe, donc, parce que du coup, il y a plein de concepts un peu similaires à Dubaï, à Londres, en Australie, etc. Je monte tout le projet, j'emprunte des fonds à la banque, je mets toutes mes économies et je monte ce concept à Paris qui s'appelait Holly. H-O-2-L-Y, rue de Longchamp, à Paris, dans le 16e, à côté de Trocadéro. Et j'ouvre l'année de mes 25 ans. Le 3 janvier, je crois. C'est dingue. Ouais, là, il y a 6 ans, ouais. Ah ouais. Et du coup, c'était quoi le concept? C'était en fait c'était donc pour les femmes? Pour les femmes, voilà. Exactement. Et elle venait pour prendre soin d'elles et... Exactement. Donc c'était vraiment un concept dédié. Donc c'était vraiment lié aux cheveux. Donc c'était vraiment un lieu ultra chiadé, ultra soigné, musique de fou. Donc moi j'avais trouvé un lieu que j'avais entièrement refait avec des archis, etc. Et donc vraiment t'es au comptoir. Il y a des écrans avec, tu vois, nos séries préf, les petits cocktails roses, les petits cappuccinos, etc. Des lattes, des matchas, très girly. Le concept est vraiment aussi un truc de safe place où on est que entre femmes, on se sent hyper bien. J'avais embauché, donc mes salariés, c'était que des femmes. Il y avait vraiment cette ambiance déjà. J'avais à cœur, en fait, de créer une safe place dédiée à la beauté. Et donc, je crée ce concept. Mais tu vois, à la base, moi, je viens pas du tout de l'univers de la beauté. Je suis pas coiffeuse, j'avais pas les diplômes et tout. Donc, en fait, je me suis formée. Après, donc, pour ouvrir, il faut que tu embauches des gens qui ont le BP, etc. Bref, donc... Ah oui. Il y a tout un tas de règles, hein, quand même, que tu dois suivre. On est en France. Et donc, je monte le projet en 4-5 mois. Je commence à bosser dessus. C'est rapide. Ouais. Je commence à bosser dessus en août et il ouvre en janvier. Et justement, parce que comme tu dis, on est en France, il y a beaucoup, beaucoup de choses à respecter. Ouais. Tu connais pas forcément le monde, tu connais le monde du salariat, mais tu sais pas comment on embauche, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme, etc. Comment tu t'y prends? Du coup, t'es toute seule? Ouais, je bosse 60 heures par semaine. Je mange au lit, je dors au lit, je rêve au lit, je fais que ça, en fait. Et là, c'est la bascule de vraiment j'entreprends. Là, il y a des fonds, il y a des crédits, il y a des salariés, il y a des contrats, il y a des obligations, il y a un loyer, tu as un bailleur, tu as un bail 369, local commercial, avocat, tu rentres dans un autre monde. Sauf que je fais ça seule, pas d'associé. Je fais ça à 25 ans. J'ai 0 modèle d'entrepreneuriat, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis. Vraiment, moi, la moitié de ma famille est prof et la moitié de ma famille...
militaires, fonctionnaires, quoi. Enfin, vraiment, j'ai une famille entière, tu vois, de vraiment les fonctionnaires, professeurs, universités, professeurs des écoles, enfin, tu vois, gendarmes. Il y a que ça, tu vois, dans ma famille. Donc, c'est vraiment un nouveau monde. Et j'ai zéro code. Donc, j'apprends sur le tas. Je fais des erreurs, je corrige, j'apprends sur le tas. Littéralement. Ouais. Et justement, parce que quand tu lances un projet, enfin, moi, je le vois, recruter des gens, c'est pas facile. Ouais. Comment tu t'y prends, toi? C'est au feeling? Non, il y a vraiment... Alors, feeling, oui, tu utilises toujours hein, ton intuition et tes émotions pour prendre des décisions, toujours, dans toutes les décisions que tu prends. Après, je savais exactement les compétences que je voulais, que ce soit humaines ou techniques, parce que j'avais quand même déjà bossé dans l'univers de la beauté. Je t'avais parlé d'un laboratoire cosmétique, en l'occurrence, c'était des produits capillaires, donc cet univers du capillaire, je le connais très bien, parce que moi-même, je suis assez passionnée. Donc, j'étais, à titre personnel, très investie, très intéressée par ce milieu. Donc, j'avais quand même pas mal de connaissances parce que quand t'es passionné, tu te renseignes. En fait, tu regardes 1 milliard de vidéos YouTube, 1 milliard de reportages, tu fais 1 milliard de discussions avec des gens qui sont dans ce métier, etc. Je me suis formée dans des salons de coiffure chez les parents d'une amie d'enfance qui ont 4 salons dans le sud de la France, etc. Donc, en fait, tu fais la démarche à un moment donné. Tu vois, quand tu veux quelque chose, tu t'y plonges. Et donc, ouais, j'ai recruté, tu vois, sur des sites spécialisés. Il y en a une qui venait de Pôle emploi. Enfin, en fait, voilà, tu fais tes recherches. Et comment ça se passe, du coup, le développement? Donc je monte cette boîte en janvier. Ouais. Et je pense 2 semaines après l'ouverture, tous les samedis, gilets jaunes. T'es en quelle année ça? C'était 2018. Ah ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. 2018, j'ai 31 ans. Voilà, 2018-2019. Donc là, je pense qu'on est en janvier 2019. Gilets jaunes. Donc il y a, tu vois, c'est à côté de la place Mexico, pour ceux qui connaissent à Paris, à côté de Trocadéro. C'est une petite place où en fait t'as plein de rues comme ça et c'est bloqué une fois sur deux. Enfin voilà. Donc je fais sympa, tu vois, dans toutes les épreuves, qu'il y a eu déjà, tu vois, il y a ça là, en plus et tout ça. Mais bon, écoute, ça va. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, et là, je commence à, il y a un truc qui se passe dans mon corps. Qui est, tu vois, cette expression en anglais, il y a un truc off. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Mais à ce moment-là, je sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est. J'ai monté une boîte que j'adore. Ouais. Enfin, j'ai monté un concept que j'adore. Mais pour le coup, plus que jamais, au bout de 2, 3, 4 mois, c'est même plus une boule au ventre que j'ai. C'est je suis malade d'aller bosser. Et je comprends pas pourquoi. Parce que là, je me dis, waouh, mais c'est toi qui l'as fait, ça. C'est toi qui l'as créé de tes mains. Et là, c'est une période très difficile qui va commencer. Et en fait, petit à petit, je t'avance un petit peu dans l'histoire, je me rends compte que j'ai adoré créer ce concept, monter cette boîte, mais je déteste la gérer. Je déteste le micromanagement, je déteste être dans le même endroit tous les jours, je déteste m'occuper de la vie courante en fait d'un commerce de proximité. Moi, ce que j'aimais, c'était challenger, imaginer l'expérience, etc., etc. En fait, je déteste tout ce qu'il y a maintenant, tout ce qui reste, tu vois. Ah ouais. Et là, c'est la prise de conscience, elle est un peu violente, tu vois, elle est un peu violente. Et là, tu te commences petit à petit à te demander, mais pourquoi, en fait, on met bout à bout plein d'actions qui, in fine, ne mènent pas à notre épanouissement. Et là, la notion d'épanouissement commence tout doucement à popper, tu vois, dans... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu crées et tu investisses autant de temps, d'argent, d'espoir, de réseau, de tout un tas de choses, pour in fine un truc qui en fait n'est pas aligné avec qui tu es et ne te ressemble pas au fond. Ouais. Tu vois ? Donc voilà ce qui se passe à ce moment-là. Et donc du coup, tu décides d'arrêter ? Et donc en fait, c'est mal en fait. Ah mais c'est terrible et puis t'es engagé en fait. Tu vois, c'est très compliqué à ce moment-là. Si t'as une prise de conscience aussi rapide après avoir monté un business. D'autant plus que, enfin tu vois, en fait c'est un concept qui a énormément fait parler de lui quand ça s'est lancé, etc. Donc en fait. Oui, ça marchait bien. Ouais. On avait les Miss France qui venaient, on avait plein d'influenceuses, on avait. Enfin, tu vois, il y a plein de gens, il y a plein de journalistes, là encore, si on tape sur Internet, tu vois, il y a plein d'articles, et les Marie-Claire, et machin, et ci, et là, et en fait, aussi, à ce moment-là, c'est très particulier parce que on me donne beaucoup la parole. Là, tout d'un coup,
On veut avoir ma vision des femmes dans l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, de la réussite. On commence à, tu vois, tu fais un truc, tu montes une boîte et ça y est, il y a une espèce, t'accèdes à un truc, tu vois, où tout le monde comme ça veut savoir ton point de vue, s'intéresse à ton business, etc. Donc c'est très dur en fait parce qu'il y a extérieurement, je reçois tous les signes de oh, t'as réussi meuf, c'est incroyable, bravo, c'est dingue ce que t'as fait, etc. Toute seule, t'as que 25 ans et puis tu viens de la Martinique, c'est une petite île paumée et t'arrives là, tu fais un truc à Paris, un concept, ça c'est extérieurement. Ouais, mais intérieurement, en fait, et intérieurement, ils savent pas ce que tu... je me sens morte. Je me sens vide, je me sens triste. Et en fait, ce fossé entre ce qui se passe à l'extérieur et ce que je ressens à l'intérieur, il est énorme. Dévastateur, ouais. Il est dévastateur. Et donc, c'est vraiment une expérience qui va me mener à me poser des questions que je me suis jamais posées. C'est l'année où j'ai commencé ma thérapie. C'est l'année où j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, à lire. Moi, je suis passionnée. On y revient petit à petit, de littérature, de philosophie, etc. Je me replonge parce qu'en fait, c'est une ressource dans laquelle je retrouve un petit peu de contenance, un petit peu de soutien. Donc, je me remets beaucoup à lire de philo, je me remets à écrire beaucoup et je commence ma thérapie. Alors, ta thérapie, c'est quoi que t'es suivie par un... psychothérapeute, tu vois, donc j'y vais chaque semaine parce qu'à ce moment-là, je suis clairement dans un épisode dépressif. Je suis au bout du rouleau parce qu'en fait, ce fossé-là, il est vraiment mortifère pour moi. Et j'ai le sentiment à ce moment-là d'être face à une montagne que je ne pourrais pas gravir seule. Et en fait, tu vois, l'état dépressif, c'est aussi ça. C'est au-delà de la perte de goût, perte d'envie, t'es au fond du soi, etc. Il y a ce truc de... je ne vois pas les ressources que je peux utiliser pour franchir l'obstacle qui est devant moi. Donc si t'as pas les ressources, quand on parle de ressources, on parle de quoi? On parle de ressources humaines, un entourage, ressources financières, ressources émotionnelles intérieures, ressources spirituelles. À ce moment-là, je regarde un peu, tu vois, le plateau de mes ressources et je n'ai pas ce qu'il faut pour affronter l'épreuve qui est devant moi. Donc je meurs. Tu vois, intérieurement, c'est ça le ressenti. Donc c'est un épisode qui me mène en thérapie. Je crois que je commence en avril, tu vois, j'ouvre en janvier, je commence en avril ma thérapie. C'est hyper rapide quand même, en fait, tout est arrivé super vite. Ouais, c'est ouf. Une espèce de truc qui te pète à la figure. Et je me rends compte dans mon travail personnel que la réponse, en fait, elle remonte petit à petit avec difficulté, hein, que, en fait, il faut que je la revende, la boîte. C'est une super boîte, mais c'est pas ma super boîte. Ouais. Et en plus de ça, il y a les gilets jaunes qui continuent. Donc en plus, économiquement, t'es là, waouh. En plus, est-ce que économiquement, ça va tenir sur du long terme? Ok, le début, ça marche, ok. Mais petit à petit, je sens que la courbe, elle baisse un petit peu, etc. Et donc, en fait, je revends cette boîte 8 mois après l'avoir créée. Ah ouais? Ouais, je la revends au mois d'octobre. Je crois qu'on finalise la dernière signature, je crois, au mois de novembre. Et donc, je vais voir mon fonds de commerce, tout... ah ouais, ça se revend vite en plus. Ouais, oui, ça va. Ouais. Et tu culpabilisais pas? Tu t'en voulais pas? T'avais pas un sentiment d'amertume? Enfin... si, t'as tous les sentiments de la Terre. Déjà, en fait, il y avait vraiment ce truc. J'avais vraiment cette image d'un espèce de boulet accroché à ma cheville qui me traînait vers le fond comme ça. Tu vois, c'était vraiment ça mon ressenti. Et tout le travail thérapeutique, c'était de dire, c'est vrai, mais regarde dans ta main, tu as la clé. Et en fait, il suffit de défaire la chaîne et de remonter à la surface. C'est une image qui décrit bien sûr simplement, mais un parcours qui s'est fait, tu vois, en plusieurs mois. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis autorisée à tourner la clé. Mais bien sûr que ce truc-là, cette délivrance-là, s'accompagne d'un sentiment d'échec, s'accompagne d'amertume, s'accompagne de déception, s'accompagne de sentiment de ne pas avoir rempli le contrat, là, pour le coup. Ça accompagne aussi même d'une certaine honte, tu vois, d'un poids de se dire j'imagine. J'ai créé un truc, ça a un impact, tout le monde en parle, etc. Et tu dois lâcher ce truc-là. Et ce truc-là, c'est quoi? En fait, c'est aussi un masque. Parce qu'en fait, il y a vraiment un truc qui est très caractéristique de nos époques, c'est qu'on porte des masques. Les masques qu'on porte sur les réseaux sociaux, les masques de réussite, les masques de pseudo-épanouissement, des masques de pseudo-perfection. Le problème, c'est qu'on est tellement
conditionnés et encouragés à porter ces masques, on ne sait même plus comment se les enlever. Et que le jour où on s'attaque à cette tâche périlleuse, souvent à travers un échec ou quelque chose qui va nous mener en thérapie, etc., on commence à décoller le masque et on fait « Oh putain, je suis en train de m'arracher de la peau en même temps » parce que c'est douloureux, parce qu'en fait, t'es obligé de lâcher des trucs. T'es obligé d'accepter d'abîmer un petit peu ton image de perfection. T'es obligé de lâcher certaines croyances que tu avais. T'es obligé de te montrer vulnérable. T'es obligé de te faire face, en fait, littéralement. Et ben moi, toute cette aventure-là, en l'occurrence à ce moment-là de ma vie, c'est ce que ça je la vis à 100%. Ouais, quoi. Ouais. Je la vis à 100%. Et du coup, donc, je trouve ça super que tu aies eu le courage, entre guillemets, de te faire aider. Parce que des fois, il y en a, ils restent carrément dans leur bulle et ils veulent de l'aide de personne. Comment tu vis le truc? Ton entourage, et comment avec toi à ce moment-là? Bah, moi, j'habite... Donc moi, j'ai toujours toute ma famille qui est en Martinique. Hein, ouais. Donc en termes d'entourage, j'ai mon chéri, j'ai sa famille, enfin ma belle famille, quoi. Mais il y a un truc chez moi, c'est que à ce moment-là, je demande jamais d'aide, en fait. C'est-à-dire que j'ai ma psy, mais moi, tu vois, je gère mes trucs. Donc en fait, mon entourage, même très proche, n'est même pas au courant de ce que je traverse, en fait. Ouais, c'est ça que je voulais en venir, en fait. Ouais, ils savent pas du tout, en fait. Non. Enfin, ils se doutent peut-être. Voilà, mais mon chéri, bien sûr, il sait, parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble, etc. Donc, bon, bah, lui, on vit ensemble, donc il sait ce que je traverse, tu vois. Mais, ouais, tu vois, il n'y a pas... pendant très longtemps, chez moi, il n'y avait pas ce truc de... Je considérais pas mon entourage comme une ressource à disposition. Ouais, tu voulais régler toi tes problèmes. Ouais, est-ce que je voulais ou est-ce que j'étais aussi prisonnière du fait que j'étais tellement pas habituée à me montrer vulnérable, faut revenir à l'enfance que j'ai racontée. Oui. Moi, j'ai grandi avec la croyance qu'on compte que sur soi-même, puisque j'ai grandi seule, tu vois, dans un isolement, dans une grande solitude. Donc, tu grandis avec la croyance que tu peux compter que sur toi-même. Bah, cette croyance, tu la gardes. Hein. Tant que tu la déconstruis pas, c'est ta réalité, tu vois. Donc, à ce moment-là, ma réalité, c'est, ben non, on se démerde seul, tu vois. Et donc, bah, justement, comment tu rebondis après cet épisode un peu compliqué, j'ai envie de dire? Donc écoute, ça dure plusieurs mois et puis en fait quand je revends ma boîte, soulagement incroyable. Donc déjà je retrouve un petit peu d'énergie quand il y a toute la partie un petit peu logistique, financière, concrète qui passe. Et à ce moment-là, je me replonge vraiment dans l'écriture. Je recommence beaucoup à écrire. Et je fais à l'époque un programme qui s'appelle Switch Collective, que tu dois connaître, j'imagine de nom, voilà, qui est une sorte de bilan de carrière, mais assez holistique quand même, avec une approche quand même, tu vois, un peu coaching, un peu dev perso, etc. Et donc, je fais ce programme, je crois qu'à l'époque, il durait 3 mois. Ouais, c'est ça. Et donc, ça me fait beaucoup de bien, je rencontre plein de gens géniaux, les méthodes sont super cool, je découvre... plein de choses complémentaires aussi à mes lectures, puisqu'à ce moment-là, je me replonge vraiment à fond dans la philo. Je lis beaucoup, même de livres de développement personnel américain, etc. Et donc, vraiment, j'ai beaucoup de ressources à ce moment-là. Tu vois, sur le plateau des ressources, là, je commence un petit peu plus à garnir mon bagage et à m'outiller. Donc, c'est une super expérience qui me permet aussi de faire une sorte de, tu vois, OK, je me pose, je fais un peu le bilan, qu'est-ce que je garde pas de l'expérience précédente. Et là, tu vois, je raccroche un peu tous les wagons de plein de choses. Des choses de l'enfance, des choses du quotidien, des choses liées à ma boîte que je viens de vendre, des choses liées à ma première boîte plutôt de conseils, etc. Et je commence, tu vois, à avoir un fil rouge. Et à la fin de Switch Collective, je crée un média. Tu vois, blog... Il y a quand même des petites pièces du puzzle qui commencent à se rejoindre. Je crée un média qui s'appelle Manifest, qui est aujourd'hui le nom de ma boîte. Donc MANYFEST, qui est un néologisme, en fait, c'est un mot que j'ai inventé, lié au fait que moi, j'ai toujours été fascinée un petit peu par la génération Y, donc d'un point de vue sociologique et philosophique. Et donc, cette génération, justement, qui se manifeste, qui prend la parole, qui s'exprime, qui a vraiment connu la création des réseaux sociaux, qui est aujourd'hui la force de travail la plus importante en termes de nombre de personnes dans la population. Et donc, je crée le média Manifeste, qui va parler de la génération Y, donc c'est pour ça que Manifeste avec un Y, et surtout cette génération plurielle, parce que la notion de pluralité
d'individus, mais aussi de collectifs, me passionne. Et donc, many, pluriel, manifeste. On y est. Et donc, je crée ce média et je commence à écrire chaque semaine. Je crée un compte Instagram associé à ça. Et avec une approche vraiment beaucoup plus philo, partage, entrepreneuriat. Je partage vraiment mes enseignements de ce qui vient de se passer pour moi ces derniers mois, la thérapie, au lit, la vente, etc. Bref, je commence vraiment à partager toute cette histoire. Et petit à petit, en fait, beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui commencent à me raconter leurs histoires. Voilà, il y a comment un truc qui commence à se créer à ce moment-là. Ah ouais, c'est dingue. Et ouais, donc du coup, ça t'a peut-être ouvert des portes par rapport à ça. Lié à quoi? Le fait que les gens te donnent des témoignages, peut-être que t'as eu d'autres idées pour te lancer dans autre chose. En fait, bien sûr que le feedback des autres, c'est un indice, tu vois, Ouais. c'est un petit quelque chose, c'est comme une petite graine qui se plante et qui peut être intéressant d'arroser pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, je crois surtout que les vraies réponses, on les a quand on s'autorise à écouter ce qu'il y a vraiment au fond de soi et qu'on accepte justement, tu vois, ce que je disais, de tomber le masque, qu'on accepte d'arrêter de se raconter les histoires qu'on s'est racontées depuis toujours parce qu'elles sont confortables, et de se cacher, en fait. Et de ne pas assumer ce qui vraiment nous fait vibrer. Ouais. Et c'est facile à dire, mais c'est tellement plus difficile à incarner et à le faire vivre dans des projets concrets. Et donc moi, ça a été vraiment tout le travail que j'ai fait à ce moment-là, c'est de me dire, ok, à ce moment-là, j'étais vraiment très au clair sur ma mission, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui le why, le purpose, l'ikigai, t'appelles ça comme tu veux, plusieurs approches. Mais à ce moment-là, en fait, le fil rouge, mais qui était évident, et qui presque aussi, tu vois, venait donner du sens à toutes les souffrances d'enfance que j'avais vécues et qui était, je sais ce que c'est et jusqu'où ça peut mener de porter un masque et d'être people pleaser et de faire exactement tout ce qu'on attend de toi, sauf de t'écouter vraiment, que aujourd'hui, je veux littéralement dédier le reste de ma vie à permettre aux autres de trouver leur place, de se révéler dans leur singularité et de se réaliser pleinement. Parce qu'à un moment donné, en fait, être en vie, c'est littéralement un petit miracle statistique, tu vois. Et on a une chance. Et l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que tu fais de cette vie? Et donc, c'est vraiment toute la philosophie de l'existentialisme de Sartre, c'est, ok, comment est-ce que je prends en main mon existence et comment, à travers des choix, à travers des actes, j'incarne la personne que j'ai vraiment envie de devenir. Et tu vois, ça, je pourrais en parler des heures. Et là, je le sens, mon énergie change. Et c'est, tu vois. Et ça, j'ai compris que c'était le truc qui m'animait le plus. Et même quand je retourne dans mes écrits d'enfant, c'est là, en fait. C'est là, sous mes yeux, depuis le début. Mais tu vois, il fallait tous ces détours pour m'en rendre compte, peut-être. Pour m'en rendre compte. Ouais. Mais c'était là dans mes insomnies d'adolescente, c'était là dans mes rêves d'enfant, c'était là sur scène quand je dansais. Ça a toujours été là, ce truc de il se passe quoi si tu t'autorises à te réaliser pleinement avec qui tu es, avec tes potentiels intrinsèques, avec ta singularité, et si tu acceptes de tomber le masque. Et je pense qu'effectivement, quand tu le vis toi-même et que tu sais ce que c'est de porter un masque, que tu n'arrives plus à décoller, déjà, ça te donne une espèce de force qui te transcende pour aller avoir cet impact auprès des autres, tu vois. Donc ça, c'était l'élan, c'était le why, c'était qu'est-ce que je veux faire maintenant. Mais comment, concrètement, est-ce que tu fais tout ça? Parce que, ok, j'ai l'écriture, donc je savais déjà que je voulais continuer à prendre la parole sur les réseaux sociaux, écrire des articles, écrire des livres, ça, je le savais, ok. Je savais aussi que je voulais parler à l'oral, faire des podcasts, faire des conférences, etc. J'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours aimé prendre la parole. Tu as plein de petits détails, et ça aussi, c'est pour les personnes qui nous écoutent. Encore une fois, tout est là. Un petit exemple, alors même que j'ai changé d'établissement 1 milliard de fois, j'ai été déléguée du CP à la terminale. Dans toutes les écoles? Dans toutes mes écoles. C'est dingue. Tu vois, c'est un petit détail, mais depuis toute petite, j'ai toujours aimé ce truc de, ok, on se donne l'élan, je vous donne de l'énergie, je vous représente. Tu vois, j'adorais dans les conseils de classe prendre la parole, convaincre, persuader les autres, raconter des histoires. J'ai toujours aimé ça. Et en fait, si on dézoome, et je voudrais proposer même cet exercice aux personnes qui nous écoutent, dézoomez et demandez-vous, tiens, en fait,
Ça, je l'ai fait de plein de manières différentes depuis mon enfance et ça a toujours été là. Mais parfois, ça se cache dans des tout petits indices, tu vois. En fait, prendre la parole dans un conseil de classe, prendre la parole sur scène après une compétition de danse, prendre la parole à table dans la famille pour proposer un jeu, prendre la parole sur un podcast et prendre la parole dans une réunion et prendre la parole en conférence. En fait, tout ça, c'est prendre la parole. Et c'est vouloir laisser une trace, impacter, whatever, tu vois. Donc, il y a un fil rouge. Il faut juste le trouver, l'identifier. Et donc, forcément, ça demande un peu d'aide. Hein. Donc, moi, encore une fois, psy, programme, j'ai fait plein d'autres formations, etc. etc. Et donc, après, sur le comment, je voulais aller encore plus loin. Et donc, j'ai décidé de me former au coaching. Donc, j'ai fait l'école de coaching d'HEC. À l'époque, je me souviens, c'était il y a 4 ans, ils ne prenaient pas de personnes de 27 ans. C'était trop vieille, entre guillemets. Non, trop jeune. Ah, trop jeune. Ah oui, non. Ils ont quel âge, 15 ans d'expérience, etc. Ouais. Ah oui. Généralement, dans ma promo, c'était grosso modo entre 30 et 50 ans à peu près. Parce que c'est des exécutifs, hein. C'est comme des MBA, donc en fait, c'est pour les personnes qui ont déjà 10-15 ans d'expérience, tu vois, dans des corporate jobs ou... Enfin, tu vois. Et puis, il faut une vraie maturité aussi, tu vois, parce que le métier de coach, il n'est pas anodin. Tu travailles vraiment avec l'humain. Voilà. Et il y a un truc dans mon ventre qui me dit tu as ce qu'il faut pour y aller. Et donc, je passe les sélections, etc. Et je suis intégrée. Donc, en fait, je suis la plus jeune intégrée à ce moment-là dans l'école. Trop bien. Et du coup, je sors 1 an et demi plus tard, diplômée executive coaching. Et je passe vraiment la meilleure année de ma vie, quoi. Enfin, j'ai adoré. Et toute cette année-là, donc, je me suis formée à l'école de coaching d'HEC. J'ai fait un mémoire sur l'impact du coaching en entreprise pour les relations intergénérationnelles, justement. Comment est-ce qu'on manage, comment est-ce qu'on est un leader, à la fois quand on est quelqu'un de la génération Y, mais surtout aussi comment est-ce qu'on deal, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on a un impact avec cette génération qui, en fait, rentre dans les entreprises, commence à avoir des postes à responsabilité, etc. Et la Gen Z aussi qui arrive derrière. Et donc je fais mon mémoire là-dessus. Et puis, je crée mon podcast en parallèle, enfin, à la fin, il y a 2 ans, mais tout ça, bout à bout, tu vois, je crée mon podcast de philosophie pratique. Je commence à écrire en parallèle aussi, je commence à bosser sur le projet d'un livre. Et puis, tu vois, là, je te fais long story short, mais tout ça, donc c'est sur les 4 dernières années qui se mettent en place petit à petit, quoi. Ah ouais, putain, mais enfin, c'est trop bien, je trouve. C'est trop intéressant ce que tu racontes. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est développement, accomplissement personnel, tout ça. Je trouve ça hyper important parce que je pense tant que nous, on est bien, on sera bien au regard des autres. En fait, le regard des autres, on s'en fout. Et il faut d'abord être bien soi-même. Et donc, je trouve ça trop, trop bien ce que tu me racontes. Et donc, du coup, tu as ton diplôme de coach. Ouais. Ensuite, donc, tu fais un podcast. L'objectif de ce podcast, c'est quoi ? C'est de donner l'élan pour se réaliser pleinement. C'est-à-dire que, pour moi, tu ne changes pas, tu ne transformes pas ta vie en écoutant un podcast. Par contre, ça peut te donner l'étincelle, ça peut te donner l'élan pour faire le premier pas. Or, tous les chemins de reconversion, de réalignement, de relations amoureuses, whatever, commencent par un premier pas. Et donc, je me suis dit, ok, le rôle de ce podcast, ça va être de donner l'élan, de donner l'étincelle, de générer soit une émotion, soit une prise de conscience, une épiphanie, quelque chose qui donne envie aux gens, parce qu'on est des êtres de désir. Et tout passe par le désir d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, etc. Donc ça, c'est vraiment le but de mon podcast. Et j'avais envie de faire un podcast de philosophie pratique, c'est-à-dire pas juste un podcast où on témoigne, pas juste un podcast... où on fait du dev perso, etc. Vraiment un podcast, on va plus loin et on essaye de s'approprier des concepts qui sont pas si compliqués que ça et de vraiment sublimer toute cette richesse de la philosophie qui est à disposition, qu'on retrouve bien sûr dans le développement personnel, parce qu'en fait le développement personnel, c'est une reformulation accessible et pratique de concepts philosophiques qui existent depuis longtemps. Et moi, je suis pas du tout, tu vois, pour le cloisonnement. Le dev perso d'un côté, c'est fun et c'est accessible, et la philo de l'autre côté, c'est réservé aux élites intellectuelles et c'est compliqué. Non. Moi, je viens de ces élites intellectuelles et je vous le dis, ça peut être accessible, fun, sexy, audible et intelligible. Et donc, moi, je me sens
le rôle, le désir, la mission de créer des ponts, de décloisonner, de mélanger ces mondes, parce que j'ai vraiment la conviction qu'en faisant ça, on peut créer de jolies épiphanies, on peut créer de jolies prises de conscience et donc du changement, en fait, tout simplement. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, toi, ta cible, c'est beaucoup plus les femmes, si je dis pas de bêtises, ou non? Pas forcément. En fait, par la force des choses, ce sont les femmes parce que les femmes travaillent plus sur elles. Donc ça, c'est une donnée statistique. Hein. Par exemple, tout l'univers du wellness, donc du yoga en passant par le dev perso jusqu'à la psychologie, la consultation, etc. C'est beaucoup plus les femmes qui font cette démarche de travail sur elles-mêmes. Pas pour rien que ça en fait des meilleurs leaders, des meilleurs CEO, etc. Encore une fois, il y a plein d'études qui ont été menées là-dessus. Donc en fait, de manière générale, quand on est sur cet univers bien-être / dev perso / accompagnement, on travaille un petit peu plus de fait avec des femmes. Néanmoins, c'est vrai que j'ai vraiment développé un amour et une passion pour le travail que je fais avec les femmes, notamment sur le volet leadership, parce que, on y revient, le fait... Bon, tu vois, on vit dans une société qui est quand même assez inégalitaire pour les femmes, et donc toutes les femmes de pouvoir ont souvent eu soit à sacrifier une partie de leur personnalité pour y arriver, soit à singer des codes de leadership masculin, et donc à se trahir finalement, soit à aller dans un tel excès de productivité qu'elles s'en sont perdues, au détriment parfois de leur santé ou de leur équilibre hormonal, etc., soit en s'excusant d'être là. Et donc, typiquement, tu vois, ces 4 problématiques-là, c'est des problématiques que j'ai vraiment à cœur d'accompagner, parce que je crois réellement que si les femmes prenaient beaucoup plus leur voix, leur place, et qu'elles osaient réussir comme elles ont envie de réussir, c'est-à-dire qu'elles donnent un nouveau visage à cette réussite, qu'elles incarnent un leadership au féminin, dans la pleine expression de qui elles sont et de leur identité, je crois vraiment que ça peut avoir un impact significatif et extrêmement positif sur la société. Donc c'est vrai que mon cœur de cible, mon persona idéal, tu vois, c'est ce genre de femme, effectivement. Tu as lancé ton podcast et ensuite donc, tu deviens coach officiellement. Comment tu as ta première clientèle, en fait? Mon premier client... Comment est-ce que j'ai eu mes premiers clients? Écoute, je pense que c'était sur recommandation déjà, hein, puisque en fait, je prenais beaucoup la parole déjà sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, quand tu passes ton diplôme de coaching, tu fais aussi énormément d'heures de coaching pro bono, en fait. Hein, donc, tu coaches déjà beaucoup de personnes. Et en fait, moi, ça s'est excellemment bien passé. Donc, en fait, j'ai été vite recommandée, bouche à oreille, etc. Et puis, j'ai continué. Mais en fait, tout le parcours... de formation, de prise de conscience, de philo. Donc je te parle, en fait, tout ce que je te dis là, je le partage sur les réseaux sociaux, je partage mon point de vue, mes croyances, je donne accès à des concepts philo que je rends accessibles, etc., etc., etc. Et donc en fait, petit à petit, les gens me contactent. Et puis, j'ai amené les gens en fait dans les coulisses de ma formation, de mes prises de conscience, etc. Et donc, naturellement et petit à petit, parce que beaucoup de création de contenu, parce qu'une communauté aussi qui se met en place. À ce moment-là, je pense que j'avais 10 000 abonnés, 15 000 abonnés. Donc, voilà, tu vois, ça se met en place. Je commence à prendre aussi la parole sur LinkedIn. Je suis invitée pour faire des conférences. C'est quoi comme conférence? Par exemple, typiquement sur des événements de femmes. Donc là, l'une des conférences qu'on m'a beaucoup demandé de faire, c'est comment s'affirmer et oser complètement briller et prendre sa place en tant que femme. Ça, c'est donc une conférence que j'ai beaucoup faite. Je suis aussi pas mal intervenue, là, par exemple, l'année dernière, là, dans un centre de formation dédié aux femmes. Et donc là, je les ai vraiment accompagnées sur toute la partie leadership pour des femmes entrepreneuses. Tu vois, donc il y a vraiment beaucoup à ce moment-là, de traction sur OK, viens raconter ton histoire, viens nous expliquer, en fait, quel a été ton cheminement et comment est-ce que... si on aspire à faire aussi cette démarche et à incarner sa vérité, comment est-ce qu'on peut y arriver concrètement? Et donc, j'ai développé vraiment mes propres méthodes d'accompagnement qui se nourrissent du coaching, de la sociologie, de la philosophie, mais aussi, en fait, de tout ce qui me compose, tu vois, de mon histoire personnelle, etc. Et donc, j'ai développé vraiment mes méthodes d'accompagnement aujourd'hui que je prodigue à des managers, à des leaders, à des femmes, à des hommes en entreprise,
et des particuliers. C'est trop, trop bien. J'adore. Merci. Et alors, justement, d'ailleurs, je parlais d'un livre. Donc, du coup, il y a ton premier livre qui est sorti. Oui, aux éditions Erol, le 14 novembre 2024. Donc, c'est tout récent. Oui, Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler, du coup, comment ça s'est passé voilà. avec grand plaisir. Donc, j'ai sorti le Manifeste Journal, se réaliser pleinement grâce à la philosophie pratique, qui est un livre vraiment, qui est un petit peu un ovni pour l'édition, en tout cas en France, parce que c'est un format qui est extrêmement, qui s'affranchit des codes. Tu vois, à l'image un petit peu de tout ce qu'on s'est raconté finalement dans cet épisode de podcast, qui est que il y a plein de manières d'atteindre la transformation, et moi je crois à l'alliance de plusieurs choses. Donc toute la première partie du livre, c'est le pilier témoignage, parce que on a besoin de représentation, on a besoin de s'identifier, on a besoin de se retrouver dans l'histoire parfois de quelqu'un pour qu'elle fasse effet miroir et qu'elle nous ramène à nous. Et donc dans la première partie, je raconte mon histoire et que j'explique justement qu'est-ce qui s'est passé en détail et pourquoi la philosophie, pourquoi le développement personnel, pourquoi le coaching et quel est l'impact que ça peut avoir dans une vie. Dans la deuxième partie, le mot journal trouve tout son sens. Vraiment, je prends le lecteur par la main et je l'amène à aller se connaître en profondeur. Et là, je lui propose à la fois de la théorie, mais aussi de la pratique, puisque sur la deuxième partie, c'est 50% de la lecture, 50% de l'écriture. Et donc, je l'amène à répondre à des questions pour vraiment se connaître, identifier ses ressources, identifier ses talents, identifier ses valeurs, identifier ses besoins, comprendre sa personnalité et ses comportements. Ça, c'est la deuxième partie. Et dans la troisième partie du livre, je partage 12 règles de philosophie pratique qui m'ont particulièrement éclairée, guidée ou transformée, comme par exemple sur la joie, sur le regard des autres, sur le corps, sur le réel, etc., etc. Et donc, il y a 12 règles de philosophie à la fin. Et donc, le tout, ça fait un espèce, tu vois, de livre assez hybride, finalement, qui s'appelle Le Manifeste Journal et qui est dispo dans toutes les librairies au moment où on se parle. Félicitations, Merci du beaucoup. coup. Et c'est une édition qui est venue te demander si t'étais intéressée ou c'est toi qui as vraiment souhaité un jour écrire ton livre? Alors, moi, j'ai toujours voulu publier mes écrits, puisque j'écris depuis très longtemps, et donc il y a plein de projets d'écriture que j'ai envie de voir naître. Mais en fait, ça s'est passé de manière un petit peu assez magique. En fait, je suis allée il y a 1 an et demi à peu près au Salon Zen à Paris, espace Champéret, complètement par hasard, pour écouter une conférence de Maud Ankawa, qui est une romancière développement personnel et coach également. Donc, il y a un parcours assez similaire au mien. Elle vient du monde de l'entreprise initialement, alors elle sur un volet plutôt finance. Elle s'est formée au coaching un peu plus tard, et aujourd'hui elle est romancière. Et donc j'ai toujours vu et perçu cette femme vraiment comme une éclaireuse, comme une femme qui ouvre la voie et qui éclaire en fait les possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous quand justement on s'autorise à cultiver son propre chemin, tu vois, arroser ses propres graines, suivre sa propre voie, etc. Et donc j'ai toujours trouvé particulièrement éclairante et inspirante par rapport à ça. Et donc pour une fois, moi qui suis assez casanière et qui aime bien rester chez moi à écrire, tu vois, je vois cette conférence et je me dis ok, je vais y aller. Et donc je vais voir cette conférence et je me dis tiens, je vais prendre en fait une édition de mon livre que j'avais déjà imprimé. Donc j'avais écrit un livre, le Manifeste Journal Introspection, qui était une petite partie du livre actuel. Tu vois, en business, on appelle ça un MVP, c'est un Minimum Viable Product, tu vois, c'est une version faite maison, quoi. Et donc j'avais imprimé 1000 exemplaires pour ma communauté, pour moi, que je vendais sur un petit site que j'avais fait moi-même. Enfin, tu vois, truc vraiment, voilà. Auto-édition, mais vraiment fait maison. Et donc je prends un exemplaire, j'ai dit tiens, je vais, enfin 2 exemplaires, je dis tiens, je vais en dédicacer un à Maud et je vais lui remettre juste pour lui dire à quel point, par qui elle est et par son parcours, elle m'a donné l'autorisation moi aussi d'incarner ma vérité, d'écrire, de prendre ma place, de prendre la parole, etc. Je vais à la conférence et puis là, un monde mais fou pour aller à la dédicace, forcément Maud est particulièrement lue et connue. Moi qui suis pas du tout patiente. Il y a une petite voix qui me dit hey, t'es là, fais la queue. Je fais la queue pendant peut-être 50 minutes.
Et j'ai pensé à partir 18 fois de la queue, parce qu'en plus, moi, j'ai pas trop de ce truc de oh, il faut absolument la signature et tout. Non, moi, tu vois, tant que j'ai lu le message, le livre, c'est ça qui compte. Mais je me dis, elle est là, elle est à 10 mètres, fais la queue. Je fais la queue et je lui remets, vient mon tour, je lui remets un exemplaire de mon livre, après qu'on ait papoté, fait la photo, fait la dédicace et tout ça. Et je lui dis, voilà, Maud, je prends 5 petites secondes de plus de votre temps juste pour vous remettre un exemplaire d'un livre que j'ai écrit. Et, et juste pour vous dire, en fait, merci d'avoir été une éclaireuse, merci de m'avoir donné à voir ce que c'est une femme qui se réalise pleinement, de sorte à me donner l'élan à moi de le faire aussi pour ma vérité, pour ma trajectoire à moi. Et là, elle prend un temps pour lire la dédicace que je lui ai mis et pour lire quelques pages du livre. Et elle me dit, mais c'est incroyable ce que vous avez fait, mais parlez-moi un petit peu plus de vous, de votre parcours. Je lui dis 2-3 mots. Mais elle me dit, mais je comprends pas qui vous a édité. Et je lui dis, non, mais il y a personne qui m'a édité. En fait, je l'ai fait moi-même. Elle dit, mais comment ça, vous l'avez fait vous-même? Je sais pas. J'ai trouvé une imprimerie, j'ai mis en page, j'ai pris des designers, j'ai payé tout ça avec mes fonds perso, mes fonds propres. Et puis, enfin, voilà, quoi. Et elle me dit, mais c'est incroyable, vous en avez imprimé combien? Et je lui dis, bah, j'en ai imprimé 1000. Elle me dit, mais c'est énorme, mais vous en avez vendu quelques-uns et tout ça. Je dis, oui, il m'en reste peut-être 200. Et elle me dit, mais c'est pas possible, mais c'est incroyable et tout ça. Donc moi, à ce moment-là, je comprends pas trop ce qui se passe. Elle me dit, attendez une petite seconde. Et là, elle se lève et elle appelle son éditrice. Et elle dit quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Elle dit, je te présente cette jeune femme et je te conseille de la signer avant qu'elle soit repérée par la concurrence. Parce qu'elle est incroyable. Ah ouais, c'est ouf. Oh, Et là, en fait, je comprends pas ce qui se passe. Tu vois, je me dis, mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer? Et oui. Et donc, son éditrice, très surprise, parce que la Maud, elle a jamais fait ça. Donc elle me dit, bah écoutez, faites le tour, on est sur un stand de livres dans un salon. Enfin, le truc n'a aucun sens, quoi. Donc je fais le tour, et puis bah, il y a son éditrice, une autre éditrice qui me reçoivent là entre deux. Et j'avais pensé à prendre un deuxième exemplaire au cas où je rencontrais quelqu'un. Et là, par contre, je switch de complètement de mode. Là, j'étais en mode fangirl, trop contente, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, je suis choquée. En fait, là, le train, il est en train de passer pour moi, c'est une chance. Il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, c'est maintenant. Et là, je switch complètement. Je fais le pitch de ma vie. Je remets un nouvel exemplaire du livre. J'avais pris ma carte, je glisse ma carte à l'intérieur, je fais un pitch et tout, machin. Elles sont super emballées. Elles me disent, bon, on va te recevoir. Et 2 semaines plus tard, j'avais mon rendez-vous au siège des éditions Erol. Et 1 mois et demi plus tard, je signais mon contrat d'édition. ah, mais c'est un truc de dingue. Ouais. Comme quoi, en fait, tout est écrit, en fait. Enfin, inconsciemment, c'est aussi un peu le destin. Enfin, après, c'est ton travail. Mais en fait, qui a fait c'est le tout, exactement mais ça. En fait, c'est... Tu vois, on écrit l'histoire et l'histoire nous récompense par des petits coups de pouce. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, il y a écrire depuis 15 ans, écrire un livre lié au coaching et au développement personnel qui explicite vraiment mon travail, mettre énormément d'argent pour en faire un bel objet, le faire imprimer à 1000 exemplaires, créer un site internet, faire de la communication tous les jours Ah oui. pendant 6 mois pour en vendre quelques exemplaires, envoyer tous les jours, aller à la poste, envoyer les exemplaires toi-même, faire des emballages toute la journée qui te râpent les mains, sortir de chez toi un jour de novembre pour aller à un salon alors que t'as pas beaucoup de chance de rencontrer la personne que tu veux rencontrer, écouter la conférence, poser plein de questions pendant la partie questions-réponses pour essayer de créer un lien et montrer que t'es intéressé et passionné, faire 1 heure de queue, écrire une dédicace, penser à prendre un autre exemplaire dans ton livre, dans ton sac, on sait Ouais, jamais c'est qui ouf. tu vas rencontrer, pitcher. Donc effectivement, et ça c'est aussi un message que je voudrais transmettre, c'est on se dit toujours que les autres ils ont de la chance, etc. Mais en fait, c'est Mm. qu'est-ce que tu fais? Parce qu'effectivement, dans la vie, il y a des petits coups de chance, il y a des petits trains qui passent Bien sûr. à intervalles réguliers. Mais c'est est-ce que tu es prêt quand ça va être ton tour? Mm. Est-ce que tu es prêt à saisir le truc quand on va te proposer quelque chose? Et en fait, c'est ça. Tout l'enjeu, c'est d'être prêt quand ça va être ton moment. Mm. Et de pas te dire, ça sert à rien de me préparer parce que de toute façon, j'ai pas de chance. Tu Non, vois. c'est clair. Ouais, ouais.
Parce que au jeu des statistiques, je partais vraiment perdante, tu vois. Je suis née femme, à moitié noire, sur une petite île de 80 kilomètres de long, à 8000 kilomètres. J'habite seule sans mes parents, tu vois, depuis que j'ai 13 ans. J'habite seule à Paris depuis que j'ai 16 ans. Euh, Tu vois, il y a plein de cartes que j'avais Oui. pas. Il y a plein d'atouts que j'avais pas dans mon jeu. Il y en avait plein que j'avais aussi, tu vois. Bah oui, Famille c'est... d'intellectuels, dans un univers qui n'est pas violent. Tu vois, il y avait aussi plein d'autres Après, je atouts. pense que c'était très bosseuse. Mais oui, bien Et sûr. tu sais ce que tu veux, enfin, ça Mais se le ressent. travail n'est pas toujours récompensé, Oh, tu oui, c'est vois. vrai. Il y a D'accord. plein de gens qui se tuent à la tâche Mm. tous les jours, qui se lèvent à 6h du matin, qui bossent du matin au soir sur les marchés, partout dans plein de domaines, Ouais, c'est clair. et qui vont pas forcément vivre la vie à laquelle ils aspirent. Mm. Par contre, c'est de se dire, ok, même si à la base, j'ai pas les meilleurs atouts dans mon jeu, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Et ça, c'est vraiment la philosophie du réel Mm. versus la philosophie de l'idéal. Dans l'idéal, bien sûr que je préférais... Mm. Mais dans le réel, voilà où j'en suis. Et donc, qu'est-ce que je fais de ce réel? Comment est-ce que je le transforme? Comment est-ce que je crée des opportunités à partir de ce réel-là? Ça demande plein de choses. Ça demande de gérer ses émotions, ça demande de se situer dans une époque, ça demande... Il y a plein de travail, attention. Tu vois, rien qu'en cette phrase-là, ça soulève plein de défis sûr. annexes. Mais je pense que l'enjeu, il est vraiment là, tu vois. Mm. Ouais, je suis complètement d'accord. Et donc, du coup, est-ce que cette fois-ci, tu te sens peut-être, je sais pas, 100% heureuse, épanouie aujourd'hui? Ouais. Comment tu te sens, du coup? Bah, c'est intéressant comment tu formules ta question, tu vois. Est-ce que cette fois-ci? Bah oui, Et ça parce que... suggère un truc de... Il y a un point d'arrivée. Est-ce que cette fois-ci, t'es 100% heureuse, tu vois? Mais c'est logique. Et je pense que, tu vois, il y a un peu cette espèce d'illusion et de fantasme chez tout le monde de... Quand j'aurai ça, je serai 100% heureuse. Ouais, mais... Quand je vais avoir telle voiture. Oh. Quand je serai mariée avec telle personne. Quand j'aurai tel job. En fait, non. C'est un work in progress. Donc, la question, c'est... Ok, est-ce qu'au présent, je me sens vraiment à ma place, heureuse de me lever le matin? Est-ce que... Oui, à fond. Et pour moi, le curseur, le critère à observer, c'est la joie. Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous avez hâte d'attaquer la journée? Bien sûr, il y aura des galères, il y aura des contrariétés, il y aura des contraintes. Est-ce que vous êtes en joie quand vous faites votre travail, quand vous discutez avec votre partenaire si vous en avez un, etc., etc. À cette question-là, la réponse est oui, 100% oui, et je suis tellement heureuse et pleine de gratitude. Et en même temps, je sais aussi que c'est pas la fin de mon chemin. Il y a encore plein de choses que je vais explorer, plein de choses que je vais tenter, que je vais rater, que je vais faire, défaire, refaire, réinventer. Et c'est génial de vivre 1000 vies en une. Parce qu'en fait, on est 1000 facettes de soi. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est d'explorer sa pluralité des choses. Moi, je dis toujours que je suis contre les « ou ». C'est-à-dire, on n'est pas belle ou intelligente. Drôle ou rigoureuse, tu vois, loyale ou fun. Non, on est ça et ça. Ouais, ouais. Tu vois, on peut être coach et écrivaine et danseuse et superficielle et très deep et intellectuelle et. Parce qu'en fait, sinon, c'est faire une négation de notre complexité en tant qu'être humain. C'est dommage, c'est l'une des choses les plus précieuses qu'on ait en tant qu'être humain. C'est cette pluralité, cette complexité, toutes ces nuances. Et je pense que dans le message que je veux transmettre, il y a aussi ça. Il y a aussi autorisez-vous à explorer vos nuances et à ne pas se dire, ok, là, je bouge plus, j'ai trouvé mon point d'arrivée. Non, 31 ans, t'imagines? J'espère que si on se reparle dans 10 ans, je te dirais, ah non, alors ça, j'ai fait ça en plus, puis ça, finalement, je l'ai réajusté. Bah, je te le souhaite. Tu vois, bah, oui. Ce truc-là. Oui. Et donc, justement, pour justement finaliser ce podcast, est-ce que tu as d'autres projets en tête que tu aimerais mettre à profit prochainement? Alors oui, il y a plein de choses que j'aimerais faire. L'une de ces choses, c'est de développer vraiment les expériences et les rencontres en physique. Je pense qu'on est à un moment là où les gens, ils ont vraiment envie et besoin de retrouver, de recréer du lien avec des vrais gens, pas que derrière des écrans. Donc j'ai envie de partir à la rencontre de mes lecteurs, j'ai envie de créer des conférences, j'ai envie de créer des expériences, pourquoi pas sur 24 heures, 48 heures, 3 jours, autour des sujets, tu vois, que je défends et que j'ai envie d'apporter aux gens, tu vois. Par exemple, des expériences où on couple à la fois l'écriture, le travail sur soi, la danse,
tu vois, dans des retraites, dans des lieux particuliers. Ouais, vraiment la partie conférence. Et puis, toujours cette présence en ligne, parce que j'adore créer des formats, tu vois. Donc, pourquoi pas un talk show à un moment donné. Moi, j'aimerais bien aussi vraiment créer, en fait, un espace médiatique où on peut parler de ces sujets-là, qui vont d'une certaine manière du wellness à la santé mentale et tout ce qu'il y a entre, tu vois. Une approche vraiment très holistique. Avec différents acteurs. Donc ça, c'est vraiment un projet que j'aimerais beaucoup aussi, tu vois, sur du moyen terme, on va dire. C'est pas dans 20 ans, mais c'est pas non plus dans les 2 ans, tu vois, quelque chose d'un peu plus intermédiaire. Et voilà. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet épisode et puis à très bientôt. À très bientôt, merci encore. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous vous questionnez sur votre vie professionnelle, Objectif Reconversion propose des bilans de compétences et des formations pour vous aider à concrétiser vos projets. Parce que vous faire rayonner est notre seul objectif. Vous trouverez tous les liens en description et si l'épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très vite pour un nouvel épisode.